Je n'aurais jamais imaginé qu'une coupe de champagne puisse me sauver la vie. Mes mains tremblaient alors que je levais la flûte en cristal, mais ce n'était pas à cause de l'excitation. Tout le monde dans la grande salle de réception du Ritz à Paris pensait que j'étais simplement nerveuse à l'idée de mon discours. De célébrer le plus grand moment de ma carrière et de porter un toast aux 30 millions d'euros que je venais de gagner en vendant la licence de mon brevet de dispositif médical à un géant pharmaceutique européen. Il n'avait aucune idée que je venais de voir mon mari Julien glisser quelque chose dans mon verre. La salle de bal était comble avec plus de 200 invités tous élégants pour célébrer la docteure Camille Lefebvre et son système révolutionnaire de pompe à insuline intelligente sur lequel j'avais passé 7 ans à travailler. Mes collègues de l'INSERM, les investisseurs qui avaient cru en moi dès le début, ma meilleure amie Léa qui m'avait soutenue à chaque échec, même ma mère était venue de Nantes, rayonnante de fierté au premier rang. Julien se tenait à mes côtés sur l'estrade, sa main posée de manière possessive dans le bas de mon dos. Pour tous les observateurs, il passait pour le mari idéal, le partenaire dévoué qui avait été présent pendant les nuits blanches, les prototypes ratés et les moments où je voulais tout abandonner. Son sourire était parfait, son toast avait été parfait. Il m'avait appelé sa brillante épouse et avait déclaré qu'il avait hâte de passer le reste de nos jours à profiter des fruits de mon labeur. Mais je l'avais vu. Alors qu'il pensait que je regardais la foule à la recherche de visages familiers, j'avais capté son reflet dans le mur de miroir derrière le bar. Je l'avais vu glisser sa main dans sa poche. Je l'avais vu jeter un coup d'œil furtif autour de lui. J'avais vu sa main planer au-dessus de mon champagne pendant une fraction de seconde avant que ses doigts ne s'ouvrent et que quelque chose d'invisible ne tombe dans les bulles dorées. Puis il s'était tourné vers moi avec ce même sourire aimant, avait ramassé son propre verre et attendait que je fasse de même. Mon esprit s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? À quelle vitesse cela agirait-il? Était-ce censé me tuer ou simplement me paralyser? Cela ressemblerait-il à une crise cardiaque, un AVC ou une réaction allergique? Je suis médecin. J'ai vu assez de morts suspectes pour savoir que les poisons ne sont pas aussi sophistiqués que dans les films. Ils laissent des traces. On les retrouve lors des autopsies. Mais d'un autre côté, une jeune femme qui s'effondre lors de sa propre fête après des mois de stress intense, après avoir travaillé 80 heures par semaine et subi la pression des négociations de contrat, cela ne soulèverait pas trop de doutes. Pas immédiatement. Et le temps que quelqu'un pense à faire des tests toxicologiques, Julien aurait déjà hérité de tout. Nous étions mariés depuis 5 ans sans contrat de mariage car il avait insisté sur le fait que c'était peu romantique. Pas de compte séparé car il m'avait convaincu que les couples mariés devaient se faire une confiance totale. Je lui avais fait confiance. J'avais été une idiote. À Camille, a dit Julien en levant son verre plus haut. La foule a répété en écho à Camille. J'ai soulevé mon champagne. Les bulles accrochaient la lumière. Je pouvais voir mon reflet dans le liquide, déformé et vacillant. Tout le monde regardait. Tout le monde attendait. J'ai pressé mes lèvres contre le bord du verre et je l'ai incliné en arrière, mais je n'ai pas avalé. J'ai laissé le champagne toucher ma bouche et mouiller mes lèvres, mais j'ai gardé la gorge fermée. Des années de dégustation de vin lors de congrès médicaux m'avaient appris comment simuler une gorgée de manière convaincante. J'ai baissé le verre, souri à la foule et utilisé ma serviette pour essuyer discrètement ma bouche et transférer tout résidu qui aurait pu toucher mes lèvres. Julien m'observait. Je pouvais sentir ses yeux suivre mes mouvements. Je me suis tournée vers lui, j'ai levé à nouveau mon verre pour un toast privé et j'ai pris une autre fausse gorgée. Ses épaules se sont légèrement détendues. Bien, il pensait que j'avais bu. Quel magnifique discours mon chéri, ai-je dit assez fort pour que les personnes à proximité entendent. Puis je me suis penchée et j'ai murmuré que je me sentais un peu étourdie. Trop d'émotions, je vais sortir prendre l'air. L'inquiétude a traversé son visage. Dois-je t'accompagner? Non, non, reste et profite, je reviens tout de suite. J'ai touché son bras. Tu as attendu cette fête autant que moi. C'était vrai, mais pas de la manière dont tout le monde le pensait. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations, serrant mes collègues dans mes bras, laissant les gens penser que j'étais simplement submergé par l'émotion. J'ai gardé le verre de champagne avec moi.
Quand j'ai atteint le couloir à l'extérieur de la salle de bal, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai soigneusement sorti un sac à preuve en plastique de ma pochette. Oui, j'avais apporté des sacs à preuve à ma propre fête de célébration. J'avais aussi activé le mode enregistrement vocal de mon téléphone car il y a 3 semaines, j'avais commencé à avoir des soupçons. Cela avait commencé par de petites choses. Julien posant trop de questions sur les négociations du brevet. Julien rencontrant quelqu'un qu'il présentait comme un conseiller financier, mais quand j'avais appelé le cabinet mentionné, il n'avait jamais entendu parler de lui. Julien prenant un intérêt inhabituel pour mon assurance vie, celle qu'il m'avait convaincu d'augmenter à 10 millions d'euros il y a seulement 6 mois. La mère de Julien, Catherine, devenant soudainement beaucoup plus gentille avec moi alors qu'elle m'avait à peine toléré pendant 5 ans. Puis est venue la conversation sur le testament. Julien l'avait abordé au dîner avec tant de désinvolture. Maintenant que nous allions être riches, nous avions besoin d'une planification successorale appropriée, avait-il dit. Nous devions nous assurer que tout était protégé. Il avait déjà consulté un notaire. Tout ce que j'avais à faire était de signer. Je lui avais dit que je voulais d'abord revoir les documents avec mon propre avocat. Il s'était mis en colère, la première fois en des années que je le voyais vraiment furieux. Il m'avait accusé de ne pas lui faire confiance, d'être paranoïaque et de laisser le succès me changer. Puis il s'était excusé, disant qu'il était juste stressé. C'est là que j'ai su avec certitude. J'ai scellé le verre de champagne dans le sac plastique et je l'ai caché dans mon sac à main. Puis j'ai sorti mon téléphone et appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Camille, je pensais que tu serais en train de faire la fête. La voix de la commissaire Lucie Bernard était chaleureuse mais alerte. Nous étions amis depuis la fac, colocataires à la Sorbonne avant qu'elle n'entre dans la police judiciaire et moi en médecine. J'ai besoin que tu me rejoignes tout de suite à l'entrée de service du Ritz et Lucie apporte un kit de prélèvement. 20 minutes plus tard, Lucie et moi étions assises dans sa voiture dans le parking souterrain. Elle portait une robe de soirée car elle était à un mariage quand j'ai appelé, mais son visage était professionnel alors qu'elle examinait le verre à travers le plastique. « Tu es sûre ?» a-t-elle demandé. Je l'ai vu faire. Camille, si tu as raison, on parle de tentative de meurtre. Et si tu te trompes? Je ne me trompe pas. Lucie m'a regardé longuement puis a hoché la tête. D'accord, mais nous devons faire les choses correctement. Nous avons besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. Nous devons prouver l'intention, l'opportunité et le mobile. Elle a marqué une pause. Es-tu prête pour ce qui va suivre, à vivre avec quelqu'un qui a essayé de te tuer pendant que nous montons le dossier? J'ai pensé aux 5 dernières années. J'ai pensé à la façon dont Julien m'avait encouragé à quitter mon poste à l'hôpital pour me concentrer à plein temps sur le brevet. Comment il m'avait isolé de mes amis, toujours si subtilement. Comment il m'avait convaincu de le nommer bénéficiaire principal de tout. Comment il s'était rendu indispensable en gérant notre foyer, nos finances et notre calendrier social. Il avait prévu cela depuis le début. Oui, j'ai dit, je suis prête. Lucie a sorti son téléphone. J'appelle un collègue au laboratoire de la police scientifique. On va accélérer l'analyse de ce champagne. S'il y a quelque chose, nous le saurons demain matin. En attendant, sois prudente. Ne mange et ne bois rien qu'il te donne. Ne sois pas seule avec lui. Et surtout, ne lui laisse pas deviner tes soupçons. Je ne le ferai pas. Une dernière chose, nous devons découvrir ce qu'il prévoit ensuite. Ce n'était pas une impulsion. Il prépare ça depuis des mois. La question est de savoir quel est son objectif final. Juste l'héritage ou plus encore. J'ai réfléchi au brevet. Ce n'est pas seulement les 30 millions d'euros. Le dispositif lui-même, si quelqu'un possédait les droits exclusifs, il pourrait négocier d'autres contrats ou le vendre à des concurrents. S'il devenait veuf, il aurait un contrôle total. J'ai réalisé que je devais voir ce testament qu'il voulait me faire signer. Il est dans son bureau à la maison. Lucie a souri sombrement. Alors je pense que tu dois avoir une conversation très prudente avec ton avocat demain dès la première heure. Je suis retournée à la fête.
Julien faisait la cour près du bar, riant avec des investisseurs, jouant parfaitement le rôle du mari dévoué. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé d'un soulagement qui semblait authentique. « Te voilà », je commençais à m'inquiéter. « Tu te sens mieux ?»« Beaucoup mieux, j'avais juste besoin d'un moment. » Je lui ai souri. « Désolé de t'avoir fait peur. » Il m'a attiré contre lui et a embrassé mon front. Pour les gens qui nous regardaient, c'était tendre, mais je pouvais sentir la tension dans son corps. Il s'attendait à ce que je m'effondre déjà. Il s'attendait à une ambulance, au chaos et à sa tristesse répétée. J'ai passé le reste de la soirée à jouer mon rôle. La docteure heureuse et reconnaissante envers son mari. J'ai bu de l'eau provenant de bouteilles scellées que j'ouvrais moi-même. J'ai mangé des plats du buffet que tout le monde consommait. Et j'ai observé Julien devenir de plus en plus confus et agité alors que je restais en parfaite santé. Quand nous sommes enfin rentrés dans notre appartement de l'avenue Foch à 1h du matin, Julien vibrait presque de frustration contenue. « Tu as à peine bu ton champagne », a-t-il dit en entrant. Ce n'était pas tout à fait une accusation, mais presque. J'avais tellement de gens à qui parler, tu sais comment c'est. J'ai retiré mes talons. Je suis épuisée. Je vais prendre une douche rapide et me coucher. Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et allumé la douche ainsi que le ventilateur pour couvrir tout bruit. Puis j'ai vérifié mon téléphone. Lucie avait envoyé un message disant que les résultats préliminaires confirmaient la présence d'une substance. Analyse complète à 8h. Ne dors pas dans la même pièce. J'ai répondu que j'irais dans la chambre d'amis. Elle a ajouté qu'une voiture banalisée surveillerait ma rue toute la nuit. J'ai pris la plus longue douche de ma vie en essayant de digérer la situation. Mon mari avait essayé de m'empoisonner. L'homme que j'aimais et avec qui j'avais construit ma vie. Quand avait-il décidé de me tuer? M'avait-il jamais aimé ou n'étais-je qu'un investissement à long terme? Quand je suis sortie en peignoir, Julien était assis sur le lit. Je pensais que nous pourrions fêter ça dignement, a-t-il dit en désignant 2 verres de vin sur la table de chevet. Juste nous deux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé une voix légère. C'est gentil, mais je suis vraiment vidée. Et j'ai ce rendez-vous avec mon avocat demain à 8h pour la fondation médicale dont on a parlé. C'était un mensonge, mais j'ai vu l'expression de Julien changer. Une fondation médicale. Je ne l'ai pas mentionné. Je veux utiliser une partie de l'argent pour financer des bourses de recherche. On pourra porter un toast demain soir après les formalités juridiques ennuyeuses. Rebecca, enfin Camille, tu devrais discuter des décisions financières majeures avec moi d'abord. Bien sûr, j'explore juste les options. Je me suis dirigée vers la porte. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Toute cette excitation m'a donné une migraine affreuse et je ne veux pas te réveiller en bougeant sans cesse. Bonne nuit Julien. Je t'aime. J'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse répondre. Dans la chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et coincé une chaise sous la poignée. Puis j'ai sorti mon ordinateur et commencé à tout documenter. Lucie a appelé à 8h15 le lendemain. Camille, assieds-toi. Je suis déjà assise. La substance dans ton champagne était de la digoxine. Une dose massive, suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque en moins d'1 heure. La digoxine est un médicament pour le cœur qui à forte dose est mortel et presque impossible à distinguer d'une crise cardiaque naturelle si on ne la cherche pas spécifiquement. Lucie a continué en disant qu'elle avait fait des recherches. La mère de Julien, Catherine, s'est fait prescrire de la digoxine pour une arythmie il y a 3 mois et devine qui est allé chercher l'ordonnance. Julien. Nous pouvons prouver l'accès aux médicaments et l'opportunité car le photographe de l'événement l'a pris en photo à côté de ton verre au moment précis. Maintenant, nous devons prouver le mobile. Le testament et les autres documents. Peux-tu accéder à ces fichiers sans qu'ils s'en rendent compte? J'ai réfléchi. Julien avait un bureau à domicile qu'il fermait souvent, mais il avait une routine prévisible. Chaque mardi matin, il jouait au tennis au club de 9h à 11h. Nous étions mardi. J'ai dit à Julien que j'allais au laboratoire. À la place, j'ai attendu qu'il parte et je suis rentrée. Son bureau n'était pas verrouillé,
il était devenu négligent, pensant sans doute que je serais déjà morte. Son ordinateur demandait un mot de passe, mais je le connaissais. C'était l'adresse de sa maison d'enfance plus la date de naissance de sa mère. En 30 secondes, j'étais connectée. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des courriels à sa mère Catherine et à son frère Pierre discutant du plan. Pas explicitement car ils étaient prudents, mais dans un code évident. Quand Camille partira en voyage signifiait quand je serais morte. Le transfert d'actifs signifiait hériter de mon brevet. J'ai trouvé des brouillons de demande d'indemnisation d'assurance vie. J'ai trouvé des recherches sur les symptômes de l'empoisonnement à la digoxine. Il y avait même un tableur montrant comment il prévoyait de diviser mon argent. Catherine recevait 5 millions pour éponger ses dettes de jeu. Pierre recevait 3 millions pour son entreprise immobilière en faillite. Et Julien gardait le reste ainsi que les droits du brevet. Il prévoyait cela depuis au moins 1 an. J'ai tout photographié et tout envoyé sur un stockage en ligne sécurisé auquel Lucie avait accès. Quand Julien est revenu du tennis, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta recherche ?» a-t-il demandé en m'embrassant la joue. Je me suis forcée à ne pas tressaillir. Productive. Et ton tennis? Bien, je vois Pierre pour dîner ce soir si ça ne te dérange pas. Pas de souci, j'ai prévu de voir Léa. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je devais vivre avec lui sourire et dormir dans la même maison tout en sachant qu'il voulait m'assassiner. Lucie m'avait conseillé de maintenir les apparences jusqu'à ce que nous ayons assez de preuves pour des arrestations définitives. Nous avons tendu un piège. J'ai dit à Julien que je voulais passer un week-end dans notre chalet à Megève pour décompresser. Il a immédiatement accepté car un chalet isolé était l'endroit idéal pour un accident malheureux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Lucie et 2 autres détectives seraient là avant nous pour installer des caméras et des micros cachés. Nous y sommes allés le vendredi après-midi. Julien était de bonne humeur, tenant ma main dans la voiture, jouant le mari dévoué. Le chalet était magnifique, entouré de sapins. Julien a allumé un feu pendant que je déballais mes affaires. Après le dîner, il a suggéré une promenade nocturne vers le torrent. Le chemin était escarpé et mal éclairé. L'endroit parfait pour une chute mortelle. « Vas-y devant », j'ai dit, je finis de ranger. Il a semblé agacé mais a essayé de le cacher. « Prépare le vin et je te rejoins sur la terrasse. » Pendant qu'il était dehors, je l'ai observé par la fenêtre de la cuisine. Il a sorti une petite fiole de sa poche et a ajouté quelque chose dans l'un des verres. Il devenait désespéré. Je suis sortie avec 2 bouteilles d'eau à la place. Finalement, gardons le vin pour demain, j'ai dit joyeusement, je dois m'hydrater avec l'altitude. La frustration sur son visage était à peine dissimulée. Le dimanche matin, sa patience a fini par lâcher. Nous devons parler, a-t-il dit au petit déjeuner. Son ton était devenu froid et dur. Je sais ce que tu fais. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu dire? Tu m'évites. Tu ne bois rien de ce que je te donne. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Tu ne fais pas confiance à ton mari. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le champagne à la fête, tu ne l'as pas vraiment bu, n'est-ce pas? J'ai reculé lentement. Julien, pensais-tu vraiment que je ne m'en rendrais pas compte? Il s'est levé aussi. Où est le verre? Qu'en as-tu fait? Ne me mens pas. Sa voix montait, il perdait le contrôle. Tout était parfait et tu as tout gâché. Quel plan, Julien? Tu sais exactement de quoi je parle. Ce brevet devrait être à moi. J'ai passé 5 ans à te soutenir et à écouter tes conférences médicales ennuyeuses. J'ai mérité cet argent. Tu as essayé de m'empoisonner, j'ai dit calmement. Il a ri d'un son laid. Empoisonner, quel mot dramatique. Je préfère dire que j'accélérais l'inévitable. Tu es plus utile pour moi morte que vive. Il s'est approché. Ce n'est pas personnel, Camille, ce sont les affaires. Et ta mère et ton frère étaient au courant. La famille se soutient, a-t-il répondu. Ma mère a besoin d'argent et je mérite une compensation après avoir gâché ma trentaine avec toi.
Mais tu as rendu les choses compliquées, alors on va faire ça autrement. Il a bondi sur moi. J'ai couru vers la terrasse en criant à l'aide. Il m'a rattrapé par derrière, ses mains autour de ma gorge. Nous avons lutté contre la rambarde. C'est alors que j'ai entendu la voix de Lucie. Police, lâchez-la tout de suite. Julien s'est figé. Lucie et les autres policiers ont surgi de la forêt, armes au poing. Le regard sur le visage de Julien, un mélange de choc et de fureur, aurait été satisfaisant si je n'étais pas en train de reprendre mon souffle. Julien Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs. Alors que Lucie lui lisait ses droits, il me fixait avec une haine pure. Tu m'as piégé. J'ai répondu que j'avais simplement fait en sorte qu'il soit pris. Ils ont arrêté Catherine et Pierre le jour même. Les preuves de l'ordinateur couplées aux enregistrements du chalet et aux analyses de la digoxine ont rendu l'affaire indiscutable. Le procès a duré 3 semaines. La défense a tenté de dire que Julien plaisantait dans ses messages, mais le jury n'y a pas cru. Julien a été condamné à 25 ans de prison. Sa mère et son frère ont pris 10 ans chacun. J'ai vendu le chalet et l'appartement de l'avenue Foch pour m'installer dans un immeuble sécurisé à Lyon. J'ai commencé une thérapie pour traiter le traumatisme d'avoir été mariée à un homme qui planifiait ma fin. Et j'ai créé la fondation Camille Lefebvre pour l'innovation biomédicale qui finance des chercheurs talentueux. J'ai nommé le premier lauréat lors d'une conférence de presse 3 mois après le procès. Mes vrais amis étaient là. Quelqu'un m'a demandé ce que je ressentais envers Julien. J'ai réfléchi à la trahison et au fait que je ne verrais plus jamais la vie de couple de la même manière. Mais j'ai aussi pensé au fait que j'étais en vie parce que j'avais fait confiance à mon instinct. Je me sens reconnaissante, ai-je dit. Reconnaissante d'avoir vu ce qu'il faisait et d'avoir été assez forte pour me battre. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, je me suis versé une coupe de champagne d'une bouteille que j'avais ouverte moi-même et j'ai porté un toast à la survie, à la justice et au fait de ne plus jamais confier ma coupe de champagne à personne. Cette histoire nous rappelle de manière percutante que le danger peut parfois se cacher derrière le sourire le plus familier et que l'instinct est souvent notre meilleur allié face à l'adversité la plus sombre. En France, le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts est le choix par défaut, mais ce récit souligne l'importance de protéger non seulement ses biens mais aussi son intégrité personnelle face à l'ambition dévorante de certains. Camille a su transformer une trahison odieuse en un moteur pour aider les autres à travers sa fondation, prouvant que la résilience humaine peut surmonter les complots les plus machiavéliques. C'est un portrait de la femme moderne, brillante et proactive, qui refuse de se laisser intimider par la manipulation domestique. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le même réflexe de prudence que Camille en voyant un geste suspect, ou auriez-vous pensé que votre imagination vous jouait des tours à cause du stress? Partagez vos impressions en commentaire.